Kikou, bienvenue à tous pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça va pour vous. Pour cette vidéo, on va parler aujourd'hui d'un cas extrêmement étrange, mais pourtant documenté et réel, qui a été étudié, le cas d'Eleonore Zungun. Je tiens à préciser que toute l'histoire est réelle. Et si on a autant de preuves vidéo et photos de tout ce qui s'est passé, c'est parce qu'elle a été étudiée et suivie par des chercheurs en psychisme et en paranormal qui ont donc pris des photos, pris des vidéos qui devaient leur servir pour preuve au cas échéant. En l'occurrence, elles ont bel et bien servi. Tout a été documenté bien comme il faut. On a beaucoup de détails sur son histoire, sur le déroulement de sa vie, sur ce qui lui arrivait avant, ce qui lui arrivait après aussi, donc ça vous le verrez à la fin de la vidéo. Et sur les théories qu'on pourrait éventuellement retirer de la liste de tout ce qui est mis en théorie habituellement sur ce genre d'histoire. Donc voilà, vous verrez, je vous en dis pas plus. Alors si vous êtes prêts, penchons-nous aujourd'hui sur le cas hallucinant d'Eleonore Zungun. On est en Roumanie, un très joli pays où Eleonore verra le jour. On est le 24 mai 1913, on a pas mal remonté le temps, j'avoue, ça fait 110 ans du coup. Et Eleonore naîtra dans une famille tout à fait normale et plutôt équilibrée, avec un papa, une maman et un frère. Elle vit dans une région, dans la ville de Talpa. Donc Talpa, c'est dans une région plutôt agricole. Elle est dans une famille paysanne, donc elle vit toute son enfance comme une paysanne en fait du coup. Elle partage son temps entre pas mal de balades, parce que là-bas c'est un très joli coin en fait, ils sont vraiment en pleine nature. Donc Éléonore, elle est souvent, comme on dit, à courir dans les champs et à faire des balades dans les forêts. Et quand elle n'est pas en train de se balader, elle est en train d'aider sa maman à la maison. Comme beaucoup de filles en 1913, les tâches ménagères étaient obligatoires et bien sûr à la ferme. Donc elle vivrait une enfance tout à fait normale dans son petit coin de paradis près de la ville de Talpa et tout va bien se passer. En 1924 maintenant, Éléonore a 12 ans. Elle va être envoyée à Bouraï chez ses grands-parents. Il n'y a pas de raison particulière, genre crise familiale ou problème de famille ou problème de voisinage, absolument pas. C'est juste que Eleanor, qui a maintenant 12 ans, est prête pour faire des études, commencer à vivre commencer sa vie d'adulte en fait concrètement. Et c'est quand même beaucoup plus simple pour une jeune fille 1924 d'aller en ville pour trouver du boulot, arriver à se former, prendre des contacts, que d'être à la campagne. À la campagne, elle aurait fini campagnarde et ses parents auraient voulu qu'elle puisse trouver un métier, donc ils l'ont envoyée chez ses grands-parents. Une fois arrivée chez ses grands-parents, tout se passe bien, ils s'occupent bien d'elle, c'est des grands-parents qui sont extrêmement pieux et croyants, mais à côté de ça, c'est pas des gens fermés, c'est pas des gens durs, c'était vraiment une bonne famille quoi. Eleanor était bien élevée. Ça ne fait pas très longtemps qu'Éléonore est arrivée à Bouraï, et comme elle le faisait quand elle était à Talpa, elle partait très souvent se balader. Sauf qu'au lieu de se balader dans la forêt ou dans les champs, vu qu'elle ne pouvait plus, vu qu'elle était en ville, elle se baladait dans la ville, en fait dans le centre-ville, avec tous les commerces et la grande rue passante. Et donc Éléonore était là, tranquille, en train de se balader. Elle avait donc 12 ans, on est en 1924, et elle va trouver un peu d'argent par terre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait du haut de ses 12 ans? Elle ramasse l'argent. Enfin, c'est plutôt logique. On est enfant, on est en train de se balader, il y a un peu de petits sous-sous qui traînent par terre, on les ramasse, on les met dans sa poche. Et comme beaucoup d'enfants aussi, Éléonore, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle est partie, elle a acheté des bonbons. Je pense sincèrement que la moitié d'entre nous l'aurait fait. Il y a la moitié qui les aurait ramenés à leurs parents, non, qu'est-ce que je fais avec ça, papa ou maman? Et il y a l'autre partie qui serait allée s'acheter des bonbons. Personnellement, je pense que je sais pas ce que j'aurais fait, mais les bonbons auraient été une bonne option, on va pas se mentir. Éléonore ramasse l'argent, va chez un commerçant juste à côté de là où elle se baladait pour récupérer ses bonbons. Elle rentre chez elle et elle annonce la super nouvelle à sa grand-mère et à son grand-père. Elle leur dit: vous savez pas ce qui m'est arrivé, j'étais en train de me balader et je suis tombée sur un peu d'argent, donc du coup j'ai ramassé l'argent et je suis partie m'acheter des bonbons, je suis super contente, super balade. Là, sa grand-mère, elle se décompose, elle regarde Éléonore, elle lui dit: qu'est-ce que t'as fait? Bah, Éléonore, elle la regarde, elle fait: bah, j'ai ramassé un peu, j'ai trouvé de l'argent par terre, je l'ai ramassé, j'ai acheté des bonbons. Et sa grand-mère, elle devient vraiment presque folle, quoi. En fait, elle l'engueule vraiment très très fort
parce qu'elle est extrêmement croyante et pour elle, Éléonore vient de se porter la poisse, voire à attirer le diable et les mauvais esprits dans sa vie en ramassant cet argent. Elle dira à Éléonore, tu te rends pas compte, ma fille, de ce que tu as fait. Concrètement, en ramassant cet argent et en t'en servant d'une façon aussi égoïste et frivole en étant allé acheter des bonbons, tu viens de t'attirer le diable sur toi, tu as invité le diable dans ta vie, tu vas voir qu'il va t'arriver tes bricoles. Éléonore, elle la regarde, un peu, pas bien, elle vient de se faire engueuler par sa grand-mère, donc bon, elle n'est pas bien dans ses baskets par rapport au fait qu'elle ait ramassé l'argent, mais bon, par rapport à l'histoire du diable, elle se dit, bon, c'est des trucs de grand-mère, elle est croyante, elle croit très fort en Dieu, donc elle croit très fort au diable, c'est pas grave, je vais pas m'en inquiéter, tout va bien se passer. Voilà, donc Éléonore finit sa journée, va se coucher, et voilà, s'excuse auprès de sa grand-mère quand même en lui disant, bon, j'aurais peut-être pas dû ramasser l'argent, excuse-moi mamie, je le referai plus. Et l'histoire, elle s'arrête là. Quelque temps plus tard, ils sont à table, à l'intérieur de la maison de la grand-mère et du grand-père de Éléonore, toujours dans la ville de Bouaille. Ils sont en train de manger, tranquillement, déguster un bon repas, quand tout à coup, ils commencent à entendre des bruits sur le plafond, très forts, des bruits super forts. Là, ils se demandent ce qui se passe, et ils n'ont même pas le temps de sortir pour vérifier ce qui est en train d'arriver autour de chez eux, que concrètement, ils voient des pierres traverser le plafond et les fenêtres qui viennent dans tous les sens, qui sont en train d'éclater la maison littéralement. Le toit de la maison, les fenêtres, il y a des objets cassés, il y a de la vaisselle de partout éclatée par terre vu qu'ils étaient à table. Enfin, vous imaginez entre le bruit, les pierres qui tombent du ciel, c'est déjà bizarre, le bruit que ça faisait dans la maison, les choses cassées, ils ont eu extrêmement peur. Donc, un moment, tout s'arrête. Donc là, ils disent qu'ils vont sortir, voir ce qui se passe dehors. Pour eux, dans leur tête, c'est sûr, c'est un voisin ou quelqu'un qui leur en veut pour X ou Y raison, qui s'amusait à bombarder leur maison de pierre, en fait, qui leur a jeté des pierres dessus, et ils vont trouver la personne et tout va bien aller. Et là, ils sortent, et en fait, il n'y a personne, du tout. Les alentours sont complètement vides, ils sont tout seuls, la maison est assez isolée en plus, donc voilà. Et il n'y a personne. Donc là, le grand-père et la grand-mère rentrent à la maison et constatent les dégâts, regardent un peu ce qui s'est passé, c'est le bazar, il y en a de partout. Et ils se rendent compte qu'à l'endroit où était Éléonore pendant la chute de pierre, il y a plein de pierres autour d'elle, comme si quelqu'un réellement l'avait visée avec ses pierres tout le long de l'attaque. Et là, ils se disent, c'est quand même bizarre, on a trouvé personne dehors, mais il y a vraiment des pierres à la maison, le toit est défoncé, les fenêtres sont défoncées, on a eu bien peur, et bizarrement, c'est l'endroit où Éléonore était qui ramasse le plus de pierres, quoi. Donc ils trouvent ça bizarre. Donc quelques temps après, Éléonore, quand elle se baladait dans le village ou quand elle était dans sa maison, était attaquée par des objets, mais réellement attaquée, comme le coup des pierres qui lui était littéralement envoyé dessus. On aurait dit qu'elle était aimantée et que les objets venaient à elle, comme si on lui jetait quelque chose réellement dessus. Il y a eu des meubles qui lui ont été jetés dessus chez ses grands-parents. Il y a eu des objets, genre des tasses, des assiettes. Elle se prenait des tasses et des assiettes dans la tronche, hein, quand même. Enfin, moi, je trouve ça un peu... c'est violent, quoi. Et quand elle sortait, c'est carrément les étals ou les choses qui étaient sur les étals des commerçants qui lui étaient envoyées dessus. Donc déjà, ça pouvait être dangereux pour elle parce qu'elle se prenait des objets relativement lourds qui allaient vite en plus. Donc elle aurait pu être blessée littéralement. Et bon... coup de bol pour elle, elle n'a rien eu de grave, mais bon, elle aurait pu vraiment se faire mal, quoi. Sur les étals, il pouvait y avoir des fruits comme des couteaux, parce que le gars, son travail c'était d'aiguiser des couteaux, ou des poils, ou n'importe quoi, peu importe ce qui était sur les étals, elle se les prenait dans la tronche quand elle passait dans la grande rue des commerçants. Donc elle a commencé à avoir peur, mais il n'y a pas qu'elle qui a commencé à avoir peur à ce moment-là. La grand-mère, qui était extrêmement croyante, a commencé à péter un plomb et vraiment s'inquiéter et à la regarder comme si elle était possédée et suivie par le diable. Elle avait vraiment peur, la grand-mère. Le problème, c'est que c'est pas la seule. Les villageois du coin étaient extrêmement croyants, tout comme la grand-mère. Du coup, le résultat des courses, c'est que eux aussi ont commencé à flipper vraiment et tout le monde regardait un peu Éléonore de travers en lui disant ouais, c'est de ta faute, tu as attiré tout ça en ramassant l'argent, tu as attiré le diable sur toi, voilà, maintenant il est dans ta vie et il est dans la nôtre à cause de toi, on n'est vraiment pas content, on a peur, voilà. Il lui disait clairement qu'elle était fautive, la pauvre. Donc du coup, vu que la grand-mère flippait un truc de fou,
et qu'elle était croyante, elle s'est dit, je vais appeler un prêtre et je vais lui demander de venir voir ce qui se passe. On a peut-être un truc qui traîne à la maison. Éléanore a peut-être attiré quelque chose comme elle pensait au diable, hein, clairement. Mais elle a pensé aussi à des démons, à des fantômes, des esprits. Elle s'est dit, bon, je vais faire venir un prêtre. Il va regarder un peu tout ça. Lui, il connaissait son métier. Il va regarder tout ça. Il va me dire s'il y a quelque chose chez moi. Le prêtre arrive donc. Et lui, c'est un prêtre qui est extrêmement intelligent et extrêmement gentil. Il arrive dans le village, il se rend compte que les villageois sont carrément terrorisés, ils sont terrorisés, vraiment. Éléanore, elle regarde de travers, elle devient presque la bête noire du village. Quand il arrive chez la grand-mère, il se rend compte que la grand-mère c'est tout pareil, même voire pire, elle est vraiment en flip, la grand-mère. Donc du coup, il se dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de leur prouver que tout ce qui s'est passé, les jets de pierre, les objets qui font sur Éléanore, et tous ces phénomènes sont explicables, je vais leur prouver, ça va les calmer, je vais leur prouver de façon rationnelle, et après on enterrera cette histoire et tout ira bien. Donc il regarde, il arrive chez la grand-mère, il constate les pierres lancées sur la maison, il constate les dégâts, le toit, la fenêtre, la grand-mère qui a peur, et Léanore qui est pas trop rassurée non plus. Je parle pas trop du grand-père, mais bon, je pense que le grand-père c'était pareil, il était pas très content, mais il en était pas au point de la grand-mère en tout cas. Donc le prêtre arrive, constate toutes les pierres autour de la maison, et là il se rend compte que les pierres qui ont été envoyées entre guillemets dans la maison sont mouillées. Donc il se dit, bah ça y est, j'ai trouvé la solution. C'est un voisin qui leur a jeté les pierres dessus, et à tous les coups, les pierres elles viennent de la rivière d'à côté là. Donc je vais prendre une de ces pierres, la renvoyer dans la rivière en mettant une croix dessus. Donc il a mis une croix en fait sur la pierre avant de la renvoyer dans la rivière. Et il s'est dit, ben voilà, au moins je vais leur prouver par A plus B que c'est pas quelque chose, c'est pas une entité ou c'est pas le diable qui envoie quelque chose sur Éléanore. La pierre elle reviendra pas, elle va rester dans la rivière, le voisin il va pas revenir casser la maison. Il fait ça, donc il prend sa petite pierre, il va dans la rivière, il la pose. Et le temps qu'il fasse de la rivière à la maison, quand il revient devant la maison, il retrouve la pierre qu'il avait gravée d'une croix. Donc là il commence à se dire, ouais, bon, il y a peut-être quelque chose de bizarre, je vais peut-être pas réussir à leur prouver ce que je veux. D'autant plus que dans les jours, parce qu'il est resté plusieurs jours, se prête pour étudier la situation et rassurer tout le monde. Dans les jours qui ont suivi, il a assisté lui aussi à des jets d'objets sur la pauvre Éléonore, comme de la vaisselle par exemple. Donc lui, il a assisté à la vaisselle, il a assisté aux chaises qui étaient jetées sur Éléonore, aux objets qui bougeaient de partout. Enfin, il a assisté à des trucs de fou, un peu flippants. Donc là, il s'est dit non, ouais, il y a vraiment quelque chose de bizarre. Donc une fois que le prêtre a conclu qu'il y avait bien un maléfice qui suivait Éléonore et que pour lui il y avait vraiment quelque chose d'inexplicable dans la situation, le prêtre est resté une semaine en tout dans le village de Buhaï chez les grands-parents. Au bout d'une semaine, le prêtre est parti parce qu'il ne pouvait pas expliquer la situation et qu'il ne pouvait rien faire pour Éléonore. Alors ses grands-parents ont envoyé Éléonore dans un couvent. Ils avaient trop peur. Les villageois pareil, vraiment tout le monde flippait à chaque fois qu'ils voyaient la pauvre gamine qui avait 12 ans. Elle avait 12 ans Éléonore à ce moment-là quoi. Et ils flippaient à chaque fois qu'ils la voyaient. Elle commençait à se sentir pas bien dans son village. Elle-même aussi avait peur, mais elle était toute seule. Elle a été laissée abandonnée. En fait, le prêtre a pas pu l'aider. Donc du coup, ses grands-parents, quand ils ont vu que le prêtre partait, ils ont été terrifiés de rester seuls avec Éléonore. Ils l'ont emmenée dans un couvent. Ils se sont dit que peut-être un endroit sacré avec des religieuses et voilà, calmerait la situation. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Éléonore arrive dans le couvent, il y a des meubles qui continuent à voler, il y a des pierres alors qu'elle est à l'intérieur du couvent qui sont encore envoyées sur Éléonore et les nonnes assistent à tout ça. Hein. Je veux dire, le prêtre, les nonnes, toutes les personnes qui composent le couvent assistent à tout ça. C'est pas des événements qui arrivent que quand Éléonore est là, elle revient avec un bleu, elle va dire ah bah non je viens de me prendre une pierre, je me suis fait griffer ou non. Chaque événement qui s'est passé a été fait devant témoins. C'est bien pour ça que les gens ont été traumatisés par cette histoire là-bas et qu'ils avaient vraiment peur. On est en 1924, hein, je le rappelle. Les gens étaient extrêmement superstitieux. Quand on assiste à ce genre d'événement, même déjà sans être superstitieux, je pense que ça peut faire pas mal peur. Mais en étant superstitieux, les gens étaient persuadés qu'il y avait le diable dans leur village, quoi. Donc là, toujours pareil au couvent, les gens assistent à des meubles qui volent, des chaises, des objets qui agressent la pauvre Éléonore. Et ça arrive seulement quand elle est là. C'est-à-dire que quand Éléonore n'est pas là, par exemple si elle est à l'extérieur du couvent en train de se promener, il n'y a rien du tout qui se passera dans le couvent quoi. Par contre, dès qu'Éléonore se pointe dans une pièce,
boum, il y a un truc qui se passe. Un objet qui va se déplacer, un gros bruit sourd, vraiment des trucs qui font peur en plus. Enfin, je veux dire, des gros bruits sourds sur un mur en pierre d'un couvent de 1924. Qu'est-ce qui fait le bruit, quoi? Je veux dire, il faut carrément limite une masse pour faire du bruit sur la pierre. Là, ils avaient des bruits comme ça, hyper sourds sur les murs, les objets qui tremblaient, enfin, ils étaient vraiment pas rassurés, quoi. Jusqu'au moment où on en arrive, au moment où Éléonore se fait carrément griffer en présence de personnes qui assistent à ça. C'est-à-dire qu'Éléonore est là avec des gens en train de parler, et d'un coup elle se met à hurler, à bouger, à gesticuler, et parce qu'en fait elle est en train de se faire griffer par un truc invisible, et quand on enlève ses vêtements pour regarder ce qui lui est arrivé, on se rend compte qu'en fait elle a des griffures énormes. Là ça a commencé à ce moment-là quand elle était dans le couvent, mais vous verrez par la suite que c'est pas le seul, ça s'arrêtera pas, quoi. Donc après tous ces événements, il y a quelqu'un qui s'appelle Harry Price, qui est un chercheur en paranormal, lui, qui va s'intéresser à toute cette affaire parce que l'affaire a fait énormément de bruit. Il y a eu plein d'articles de journaux, il y a eu beaucoup de bruit fait sur cette affaire. Les gens en parlaient énormément. Ils avaient grave peur de ce qui se passait, donc vous imaginez bien qu'une gamine de 12 ans qui se fait attaquer par des trucs, qui se fait griffer, qui se fait envoyer des objets dessus, des pierres, alors qu'elle est à l'intérieur d'une maison, ça fait énormément de bruit. Donc du coup, il y a eu des parutions dans les journaux, les gens en parlent entre eux, et ça finit par revenir donc aux oreilles de ce fameux chercheur en paranormal. Du coup, il vient visiter Éléonore au couvent, et il voit un peu quelques événements. Donc du coup, il la ramène chez ses grands-parents. Et là, un jour, Éléonore, elle est donc avec Harry Price, ses grands-parents, un prêtre, d'autres personnes qui sont là pour étudier son cas et voir un peu si c'est vrai, si c'est faux, s'ils pourraient arriver à prouver que Éléonore se griffe toute seule, alors que c'est souvent dans des endroits qui sont inatteignables, mais eux, ils aimeraient bien prouver que c'est elle qui fait tout ça, en fait, qui a trafiqué les meubles, qui se débrouille pour s'envoyer des trucs dessus, pour se griffer. Voilà, eux, ils sont persuadés qu'il y a de la triche, et ils aimeraient arriver à le prouver, donc ils sont là pour ça, puis pour rassurer les villageois et tout le monde, parce que tout le monde commence à flipper. Donc ils sont venus tous voir Éléonore ce jour-là. Donc ils arrivent, ils sont dans la chambre d'Éléonore parce qu'elle était en train de jouer, donc ils la rejoignent dans sa chambre. Et dès que Éléonore rentre dans cette chambre pour aller jouer, suivie de tout son cortège, là, au moment où elle passe le pas de la porte, il y a un objet en métal, un récipient en métal qui explose et qui envoie des morceaux de partout dans la chambre. Donc, mais vraiment, ça a explosé fort, ça a fait un bruit voilà, assez prenant, ça leur a fait mal aux oreilles tellement ça a fait du bruit. Des morceaux de verre sont partis dans les fenêtres, dans les murs. Bref, ils n'ont pas été blessés, mais c'est pas passé loin, quoi. Donc au début, tout le monde reste dans la chambre et ils ont bugué en fait. Ça a été tellement instantané et étonnant qu'ils ont bugué sur le coup. Dès qu'ils ont compris ce qui s'était passé, ils sont tous sortis de la chambre, sauf le prêtre. Le prêtre, lui, était resté dans la chambre, parce que voilà, c'est son métier d'exorciser ce genre de choses. Lui, il croit en Dieu réellement, donc il croit qu'avec la puissance du Seigneur, il va pouvoir dégager les choses un peu malsaines qui pourraient traîner dans le coin, les démons, les fantômes, le diable, tout ça, il y croit, mais il est persuadé qu'avec la puissance de Dieu, il pourra dégager tout ça. Donc il n'a pas peur, il reste dans la chambre. Donc tout le monde sort, se rassure un peu, parle un peu de tout ce qui vient de se passer, un peu étonné. Il re-rentre dans la chambre et à ce moment-là, il y en a une des personnes présentes, dont on n'a pas le nom ni la profession, mais une des personnes présentes propose que tout le petit groupe là prenne ses petites jambes et là aille tout de suite à un couvent pour se faire purifier parce qu'il a eu trop peur, et il propose donc à tout le monde d'aller au couvent Saint John's qui est pas très loin d'ici, et bon bah donc justement pour aller rencontrer un prêtre et être en sécurité. À partir du moment où le gars prononcera le nom du saint qui est Saint John's, une pierre viendra frapper une icône du saint qui est justement représentée dans la chambre de Buhaï chez les grands-parents d'Éléonore, parce que justement le couvent est à côté, c'est le couvent de Saint John's, et dans le coin ils croient pas mal à Saint John's, il lui envoie des prières, il croit à Saint John's. Donc la grand-mère, qui est très croyante, avait une image de Saint John's dans la chambre de la gamine. Et là, dès qu'il a prononcé le nom, boum, il y a une pierre qui est venue frapper l'icône. Là, tout le monde est sorti en flippant, y compris Éléonore, encore une fois, sauf le prêtre. Le prêtre, courageux, reste dans la chambre, s'assoit et se dit, je vais attendre, je vais voir s'il se passe autre chose. Lui, il veut vraiment, prouver qu'il y a une explication à tout ça, ou alors arriver à calmer les choses, comme je vous ai dit, grâce à son amour pour Dieu, quoi.
Donc là, il est là, assis dans la chambre d'Éléonore, et d'un coup, il y a un bidon rempli d'eau qui est devant lui, qui se met à léviter, qui soulève du sol, et qui reste à 30-50 cm du sol, avant d'être balancé dans la pièce, et de retomber tout droit, sans qu'une seule goutte d'eau sorte du bidon. Donc là, il hallucine, et il y avait quelqu'un qui était à la porte, donc il y avait des témoins qui étaient à la porte, qui étaient sortis, mais qui étaient quand même... qui ont vu la scène, quoi. Ils ont halluciné. Donc là, du coup, les villageois qui ont eu vent de cette histoire dans la ville de Buaï, ils étaient déjà pas très rassurés par ce qui se passait. Ils demandent une messe en urgence. Vraiment, ils viennent tous voir le prêtre, lui demander, écoutez, on veut une messe, on veut purifier notre village, on veut se purifier nous-mêmes, on est mort de peur, faites-nous une messe. La messe est organisée, pas de problème. En attendant, Éléonore, elle, pendant ce temps-là, est envoyée au couvent de Roveil, donc pour être éloignée du village, parce que plus personne la veut sur place. Là-bas, ils ont la bonne idée d'essayer de faire un exorcisme à la pauvre Éléonore, qui, je le rappelle, a 12 ans quand même. L'exorcisme ne marchera pas du tout. Elle aura des griffures pendant l'exorcisme sur elle en direct. Je veux dire, en direct live, les gars ils sont là en train de l'exorciser et elle se retrouve avec des griffures énormes sur le torse, sur les bras, dans le dos, carrément dans le dos, des griffures. On voyait vraiment la forme de la main qui l'avait griffée. C'était proprement hallucinant. Elle aura vraiment des symptômes qui font peur. Elle va se mettre à grogner, elle va se mettre à léviter, comme le bidon. Donc apparemment, il a été rapporté que Éléonore, pendant son exorcisme, a carrément lévité. Donc les prêtres, ils ont halluciné, ils ont vraiment eu peur. Ouais, elle s'est transformée presque en animal sauvage. Elle grognait, elle était plus elle-même, elle était agressive, elle était... Voilà, ils ont pratiqué cet exorcisme pendant plusieurs heures, ça n'a jamais fonctionné, donc malheureusement ils ont abandonné. Et Éléonore, encore une fois je me trompe de prénom, mais c'est Éléonore Zungun, restera là où elle en est avec son truc bizarre et inexpliqué qui la suit un peu de partout, que ce soit chez ses grands-parents, dans un couvent, prêtre, pas prêtre avec elle, je veux dire témoin ou pas témoin, c'est toujours là avec elle et ça lui fait du mal, quoi. Peu de temps après ça, ils vont essayer de l'envoyer dans un asile pour lui faire une évaluation psychiatrique et psychologique pour voir si par hasard ce serait pas un Munchausen ou un truc comme ça et que la gamine se grifferait de partout pour justement attirer l'attention des gens. Pour rappel, le Munchausen, c'est une maladie qui fait qu'on a une maladie psychologique, psychiatrique, qui fait qu'on a besoin d'attention des autres personnes, mais à un tel point qu'on va faire semblant ou alors carrément se rendre malade, faire exprès d'avoir des accidents, enfin bref, être blessé et affaibli, afin que les gens qui sont autour de nous, donc que ce soit au début notre famille, puis ensuite carrément le corps médical, on a besoin d'attirer l'attention et la compassion aussi du corps médical, de sa famille, donc on est prêt à faire n'importe quoi. Les gens qui ont un Munchausen sont prêts à se blesser, à s'empoisonner, vraiment ils vont très loin. Et il y a le Munchausen par procuration, qui est une autre branche du Munchausen, dont vous avez certainement entendu parler aussi. Celui-là, c'est le fait d'avoir besoin d'attention et pareil de compassion des autres personnes, que ce soit de ses proches ou du corps médical, mais cette fois non pas en se blessant soi, mais carrément en blessant les gens qui nous entourent. Donc c'est-à-dire en leur faisant avoir des accidents exprès, en les empoisonnant eux aussi, en les rendant malades, afin qu'on les emmène chez le médecin et que ces médecins étudient le cas, donc soient proches de vous, et par là même les gens qui nous entourent, donc les voisins, la famille, soient désolés pour nous et donc du coup nous apportent de la compassion, voilà, de l'attention. En fait voilà, le Munchausen c'est quelque chose qui est assez terrible parce qu'on est prêt à faire du mal réellement, beaucoup de mal, jusqu'à aller tuer une personne. Voilà, il y a des Munchausen qui sont arrivés jusqu'à la mort, quoi. Donc, mais c'est comme ça. Donc, ils se sont dit peut-être qu'éventuellement, Éléonore, elle a tellement besoin d'attention que elle se griffe, voilà, elle se griffe, elle se fait des blessures, elle se fait des bleus, et voilà, peut-être que là, en l'emmenant à l'asile, en faisant des tests sur elle, on se rendra compte qu'elle a cette maladie, et donc, problème réglé, il n'y a plus rien à voir. Malheureusement, ils vont faire les études qu'ils ont à faire et Éléonore, enfin malheureusement non, au contraire, Éléonore, tant mieux, va très bien, elle a rien du tout, elle est équilibrée, elle est malgré tout ce qui se passe équilibrée, ouais c'est ça, elle reste enjouée comme une enfant, elle joue, elle parle, elle communique, elle n'est pas prostrée dans son coin, elle n'a pas du tout une goutte d'agression dans son corps, elle est toujours très gentille, très souriante, elle a été bien élevée, c'est une gamine voilà, gentille, ouverte, donc... malgré tout ce qui lui arrive, elle reste comme ça. Psychiatriquement, tout va bien. Psychologiquement, tout va bien. Donc ils peuvent rien y faire.
Donc là, avec tout le bruit que l'affaire d'Éléonore fait dans le secteur, dans le coin où elle habite, entre les médias, etc., etc., il y a une autre personne qui sera informée de la situation, qui s'appelle Fritz Grunwald, que nous on appellera Fritz. Ce Fritz est chercheur en psychisme, donc vraiment il essaye d'étudier le phénomène au maximum et de prouver que tous les phénomènes, qu'ils soient télékinésistes, par exemple la télékinésie ça l'intéresse beaucoup, bah lui par exemple il essaye de prouver que la télékinésie est un phénomène physique, donc scientifique et pas paranormal en fait. Lui il veut prouver qu'il y a bien des gens à qui ça arrive réellement, c'est pas des fous, ça leur arrive bien, mais il y a une raison scientifique et physique pour ça. Donc lui, son but dans la vie, c'est d'être le premier à pouvoir prouver qu'effectivement les phénomènes existent, mais qui sont explicables. Donc là, il entend l'histoire d'Éléonore, il se dit, je vais aller voir ce qui se passe. Il y a des objets qui lui volent autour, il y a des objets qui se déplacent d'un point A à un point B, genre l'objet va être posé sur une table, on va le retrouver sur une commode, un autre objet va être dans la salle de bain, dans un tiroir, on va le retrouver par terre, enfin voilà, donc forcément la grand-mère, elle, d'Éléonore, à chaque fois qu'elle retourne chez elle, parce que la pauvre Éléonore, elle fait des allers-retours entre chez ses grands-parents, le couvent, chez ses grands-parents, le couvent. Là, elle était en hôpital psychiatrique jusque-là, au moment où Fritz la rencontre, elle est retournée chez ses grands-parents, donc du coup là elle est allée chez ses grands-parents et mais ça se passe de partout où elle va en fait, ça s'arrête jamais quoi. Donc même au couvent alors que c'est censé être un endroit saint, si les gens pensaient que c'était le diable ou des fantômes, ça aurait dû s'arrêter, ça s'est absolument pas arrêté quoi. Donc voilà, Fritz lui se dit je vais pouvoir prouver en étudiant cette gamine de 12 ans que c'est pas des bêtises, que ça existe bien. Donc il vient chez la grand-mère d'Éléonore. Au début, il est un peu sceptique, c'est que des ragots, des on-dit, 2-3 articles de journaux qui en parlent, mais lui il se dit bon, c'est peut-être des bêtises, il y va doucement et se dit qu'il faut d'abord qu'il voie, histoire d'être sûr que c'est pas des bêtises. Voilà, il va pas marteler en tête en se disant ouais c'est vrai, c'est sûr, cette histoire est réelle, elle existe vraiment et Éléonore est vraiment suivie. Non, non, lui au début il se dit on va voir, c'est peut-être un canular. Il arrive là-bas et dès le premier jour, il dira à tout le monde non, non, c'est pas un canular, il y a vraiment quelque chose de bizarre autour de cette gamine et c'est pas de la télékinésie, c'est rien de tout ça, c'est pas elle qui produit ces phénomènes. Ces phénomènes lui arrivent, elle est victime de tout ça, c'est inexplicable, mais c'est réel. Il verra comme les autres des objets qui volent, de la vaisselle qui touche Éléonore, des griffures. Lui, il va carrément assister à des morsures, des morsures. Éléonore, là, elle est là avec tout le monde, et d'un coup, on va la mordre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement violent, quoi. Il entendra les coups sur les murs, vraiment l'enfer. Il va essayer de l'aider, il va rester avec elle pendant un bon moment. Il va même carrément la ramener au couvent, dans le même couvent où elle a été, il la ramènera pour pouvoir l'étudier de plus près et H24, mais encore une fois au couvent, il va étudier les phénomènes, hein, il va bien assister à tout ça, les chaises qui volent, les meubles qui arrivent sur Éléonore, c'est-à-dire que des fois là Éléonore elle est là, tranquille en train de marcher, il y a une commode qui est posée là à côté, la commode elle va lui foncer dessus et lui faire mal à la hanche, enfin vraiment elle se fait attaquer assez violemment quoi. Il assistera lui aussi aux jets de pierre, les jets de pierre que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous expliquez ça comment qu'il y a des pierres qui lui arrivent dessus? Bon, quand elle est à l'extérieur, on peut se dire c'est un petit oiseau en train de faire son nid, qui a pris sa petite pierre et passé au-dessus d'Éléonore, boum, elle se reçoit la pierre, pourquoi pas? Mais quand elle est à l'intérieur, on explique ça comment? Ça voudrait dire qu'il y aurait un imbécile dans chacun des endroits où elle serait allée, la pauvre gamine, qui s'amuserait à lui balancer des pierres pour continuer à faire tourner l'histoire, entre guillemets, à ce que l'histoire existe encore. J'ai vraiment de gros doutes sur la question, très sincèrement. Je vois pas, surtout que les gens, comme je vous le dis, ils étaient superstitieux à cette époque-là. Une personne qui s'amuserait à faire ce genre de canular, elle serait vraiment pas bien vue par les villageois, quoi. Donc, non, non, lui, il va bien dire, Fritz dira bien que Éléonore, elle y pour rien, elle a rien fait. Elle subit tout ça, elle est blessée, elle est mordue, griffée, elle a mal, elle reçoit des objets dans la tête, vraiment de la vaisselle dans la tête, quoi. Je veux dire, la vaisselle, elle arrive sur elle, des assiettes qui se brisent directement sur sa tête. Vous imaginez la violence et la vitesse à laquelle les objets vont pour arriver à se briser sur elle, quoi. Donc Fritz, il va assister à tout ça. Et 3 semaines seulement après qu'il l'ait ramené au couvent pour essayer de l'aider, il va mourir inexplicablement d'une crise cardiaque alors qu'il était en excellente santé. Il avait rien. Il allait très bien ce monsieur, il était plutôt jeune en plus, il avait à peu près une cinquantaine d'années. Il allait très bien, son cœur allait très bien et boum, d'un coup, meurt d'une crise cardiaque, on ne sait pas pourquoi.
Donc là, après la mort de Fritz, les grands-parents d'Éléonore, qui habitent toujours à Bouaye, eux veulent la renvoyer à l'asile. Non pas au couvent, cette fois, ils veulent carrément la mettre dans l'asile où elle a été pour être étudiée, pour voir si elle n'est pas une maladie psychiatrique. Mais coup de bol pour Éléonore, elle ne sera pas envoyée à l'asile, parce que quand elle va apprendre ça, la comtesse Zoé Vassilko-Sereki, qui est une très bonne amie de Fritz et qui a été au courant de l'histoire, elle l'a su depuis 1 an à peu près, va prendre Éléonore sous son aile, va la ramener dans son village à elle, donc à Vienne. Elle est née en Roumanie, cette dame aussi, donc elle se sent un peu rapprochée d'Éléonore à cause de ça. Elle est roumaine elle aussi, c'est une femme donc de la même condition qu'Éléonore à cette époque-là, donc on est en 1925. La condition des femmes n'est pas très facile. Et en fait, du coup, elle se prend d'affection pour cette gamine de 12 ans à qui arrive un truc de fou, littéralement, quoi. Enfin, ses grands-parents, ils veulent plus entendre parler. Ils essaient de se débarrasser d'elle à tout prix. Ils veulent la mettre dans un couvent ou à l'asile. Là, maintenant, c'est même plus dans un couvent, c'est carrément juste à l'asile. La pauvre gamine, elle va finir en asile à 12 ans alors qu'elle a rien demandé, quoi. Donc, la comtesse, qui a suivi tout ce qui s'était passé depuis le début, la prend sous son aile, la ramène à Vienne et va continuer les travaux de son ami Fritz chez elle, dans sa maison. Et elle va faire les mêmes observations que Fritz précédemment et que Harry Price un peu avant. Elle va constater les jets de pierre sur la gamine, elle va constater les objets qui l'attaquent, entre guillemets, qui sont propulsés, projetés sur Éléonore quand elle passe. Elle va assister aux bris de vaisselle, elle va assister aux griffures, elle va assister aux morsures, elle va assister aussi aux stigmates, parce qu'Éléonore un jour aura des stigmates sur la paume. Là je vais vous mettre la photo des stigmates en question pour que vous voyez bien que on a des photos de tout ça, quoi. Vraiment, c'est pas comme si on n'avait pas de photos ou de preuves entre guillemets de tout ça. Tout ça a été suivi par des gens qui étaient intéressés par la science, donc qui voulaient des preuves, et tout a été pris en photo, quoi. Donc elle a le droit des stigmates, et au fur et à mesure que toutes ces observations se passaient, la comtesse s'est rendue compte que ça s'aggravait réellement, quoi. Par exemple, Éléonore s'est mise à écrire alors qu'elle n'avait jamais été à l'école. Je vous l'ai dit, elle a été élevée par des paysans, comme une paysanne. En 1913, quand elle est née, il n'y avait pas d'école pour les filles, ou alors très peu. Chez les paysans, les filles, elles travaillaient au champ avec maman et à la maison avec maman. Donc là, c'est ce qu'Éléonore, elle a fait. Elle n'a jamais appris à écrire, vu qu'elle n'a jamais été à l'école. Et ben là, elle s'est mise à écrire, parce qu'elle rentrait en transe, en fait. Vraiment, elle était plus là, quoi. Son corps était en transe, tout rigide, tout pas bien, elle le contrôlait plus, elle était plus elle-même. Et dans ces transes, elle prenait un stylo, une feuille de papier, et elle se mettait à gribouiller, à écrire, à écrire, à écrire, elle écrivait des pages et des pages et des pages. Et au bout d'un moment, la comtesse a assisté à un truc de fou. Vraiment, moi j'ai trouvé ça hallucinant. Alors, à moins que Éléonore a appris à écrire dans le dos de la comtesse, mais je vois pas à quel moment, et tout ce qui lui arrivait entre les couvents, les asiles, à quel moment la gamine elle a appris à écrire en fait. Elle était tout le temps baladée à droite à gauche, elle a jamais fait l'école, elle a appris à écrire quand, quoi. Donc du coup, la comtesse un jour elle a assisté à Éléonore qui lui écrit un mot dans une de ses transes, et sur ce mot, comme pour prouver que voilà, la chose ou l'entité qui était collée à Éléonore, ou le diable, appelez ça comme vous voulez, mais la chose qui collait à Éléonore voulait prouver à la comtesse qu'il y avait bien quelque chose de bizarre. Et un jour, le message a été que les clés de la comtesse perdues étaient à tel endroit. Alors, la comtesse, elle se dit, c'est quand même bizarre, ça fait des semaines que j'ai perdu ses clés, je sais pas où elles sont passées. Éléonore non plus, elle était même pas là quand j'ai perdu ses clés. Bon, je vais aller voir l'endroit. Elle arrive à l'endroit et elle retrouve les clés. Donc là, elle commence à se dire, il y a vraiment quelque chose. Éléonore n'habitait pas encore avec la comtesse à ce moment-là. Donc comment elle aurait pu savoir où étaient les clés? Et là, elle lui écrit un message en lui disant, voilà, les clés sont là à tel endroit. La comtesse, elle se pointe, elle retrouve ses clés. Donc là, vraiment, elle commence à se dire, oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose de bizarre là qui se passe. Et après ça, donc les phénomènes s'aggravent encore. Et Éléonore reçoit des piqûres sur elle, comme si on la piquait avec une aiguille carrément. Il y a des témoins, dont la comtesse, qui vont assister à Éléonore qui se faisait tirer les cheveux. On voyait ses cheveux qui se dressaient sur la tête et le corps qui partait avec. Elle se faisait tirer par les cheveux, quoi, attraper par les cheveux. Donc là, on en arrive vraiment à
des choses qui sont accumulées, ça commence à faire grave quoi. Surtout comme je vous l'ai dit, on a des vidéos, des photos de tout ça. J'ai pas trouvé de vidéo où Éléonore, on la voit se faire tirer par les cheveux, mais vous allez voir beaucoup de vidéos et de photos à ce moment-là, et faut savoir que ça a été documenté toute sa vie. Vous verrez par la suite, ça a été documenté encore plus, mais là même déjà au moment de la crucifixion dans ses mains, des stigmates, donc on l'a pris en photo quoi, on a des preuves. Donc là on est maintenant en 1926, et il y a Harry Price qui s'intéresse toujours au cas d'Éléonore, qui vient la voir donc chez la comtesse Zoé. Je l'appellerai comtesse Zoé parce que je vais être incapable de me souvenir de son nom de famille complet. Donc Fritz, c'était Fritz. La comtesse, ce sera comtesse Zoé, et Harry Price, ce sera Harry. Voilà, on va faire simple, on enlève les noms de famille. Donc du coup, Harry Price s'intéresse toujours à l'histoire d'Éléonore. Il sait que maintenant elle est installée à Vienne avec la comtesse, que Fritz est mort. Donc il se dit qu'il va lui aussi aller étudier la gamine et voir un peu s'il peut prouver qu'il y a quelque chose de paranormal. Parce que lui, son travail, c'est d'être chercheur en paranormal. Donc comme Fritz, lui, il veut prouver de façon scientifique que la petite a vraiment des phénomènes autour d'elle qui sont paranormaux. Et il voudrait les documenter pour pouvoir prouver que ça existe, pour éventuellement arriver à expliquer les phénomènes de façon scientifique, mais lui ce qu'il veut c'est des preuves, arriver à prouver par des photos, par des vidéos, par des témoignages que tout ça, ça existe bien. Donc là il vient à Vienne, il rencontre de nouveau la petite Éléonore, il rencontre la comtesse Zoé, il rencontre des témoins qui ont assisté à beaucoup de choses, il fait son enquête quoi, il commence son enquête, il interroge des gens. Il s'entretient aussi avec Éléonore, il lui pose des questions, à savoir, bon bah alors, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens quand tu te fais attaquer, je veux dire, avant la griffure, est-ce que tu ressens quelque chose, ou il demande aux témoins comment ça se passe, par exemple, quand les plaies apparaissent, parce que les témoins sont là au moment des apparitions des plaies, c'est-à-dire que Éléonore, elle a rien, et d'un coup, on voit quelque chose en direct apparaître sur elle, quoi. Les stigmates, c'est d'un coup, elle a eu 2 trous dans les mains de la taille d'une bonne taille quand même, je veux dire un gros clou de charpentier énorme, voilà, et elle s'est pris ça dans les mains et d'un coup on a vu les stigmates apparaître, c'est immédiat quoi, c'est instantané, on voit le cou apparaître, ça devient rouge, puis après rosé et puis blanc comme si ça, en plus comme si ça cicatrisait presque immédiatement quoi. Donc il reçoit les témoignages de tout le monde, il se dit qu'effectivement il faudrait peut-être qu'il aide Éléonore, parce que là ça devient grave en fait. Donc il se dit qu'il va l'emmener dans le laboratoire de recherche en paranormal à Londres, avec la comtesse. Donc du coup la comtesse, Zoé, Éléonore et Harry arrivent à Londres le 30 septembre 1926. Donc une fois arrivé à Londres, Harry, qui avait déjà assisté à des phénomènes quand il avait retrouvé la gamine à Vienne avec la comtesse Zoé, quand il est venu voir la petite, il avait déjà assisté à des phénomènes de nouveau. Donc c'est-à-dire qu'il avait de nouveau vu des objets bouger, des objets trembler, les abat-jours qui tremblaient. Il avait entendu les coups dans les murs, c'était nouveau pour lui parce que quand lui était venu voir Éléonore, il n'y avait pas encore ça. Par contre, il y avait déjà les objets qui tremblaient, les objets qui bougeaient. Mais il a découvert de nouvelles choses comme les coups dans les murs, les griffures, les morsures, la crucifixion. Tout ça, il n'y avait pas avant. Donc du coup, il a fait des découvertes. Et c'est pour ça aussi qu'il a voulu étudier son cas. Et c'est vrai qu'ils ont assisté à quelque chose qui les a fait un peu flipper avec la comtesse. Pourtant Harry est habitué, hein. Mais ils étaient chez la comtesse, assis, et Éléonore jouait avec un jouet. C'est un bout de bois conique, creux, dans lequel il y a une balle, enfin il y a un truc avec une balle. C'est pas un bilboquet, ça ressemble à un bilboquet, mais c'est pas un bilboquet. Donc elle était en train de jouer avec ce truc, et la balle est pourtant en métal, et d'un coup, ils étaient en train de parler entre adultes pendant qu'Éléonore jouait, ils étaient dans le salon, et là il y a la balle qui a explosé, donc Éléonore elle s'est levée en pleurant, elle avait 12 ans quoi, elle est toute petite, enfin toute petite non, mais pour des événements aussi violents aussi, elle est petite quoi. Donc là elle se lève, elle se jette dans les bras de la comtesse, et là ils se regardent un peu estomaqués, parce que concrètement la balle était en métal, ça aurait pu lui égratigner le visage, coup de bol, elle a rien eu. Mais quand Harry a vu ça, c'est là qu'il a compris qu'effectivement il fallait faire quelque chose pour Éléonore, parce que si on la laissait comme ça risquait de la tuer un jour quoi. Enfin, elle s'est pris quand même des commodes sur elle, des pierres, des étals de commerçants, parce qu'il y a des objets qui sont venus, mais elle s'est pris les étals des commerçants aussi, elle se fait griffer, elle se fait mordre, ça devient l'enfer pour elle quoi. Donc là quand il la ramène à Londres, il l'emmène dans un laboratoire de recherche spécialisé, où il y a vraiment tout le matériel possible et imaginable pour ces cas-là. Donc ils vont l'examiner de partout avec une équipe.
ils vont la filmer, ils vont la prendre en photo, et donc ils vont assister à énormément de phénomènes. Quand elle arrive, ils vont par exemple présenter l'équipe. Donc Éléonore est avec l'équipe, en train de parler, en train de faire connaissance, quoi. Ils vont devenir extrêmement amis avec cette équipe, comme avec la comtesse Zoé et comme avec Harry et Fritz, hein, d'ailleurs. Ils vont devenir proches, ils vont vraiment s'intéresser humainement parlant au cas d'Éléonore, qui est encore une enfant, hein, finalement, elle a 12 ou 13 ans à ce moment-là, du coup. Voilà, elle est petite, elle est jeune, ils vont en prendre soin, quoi. Ils vont donc du coup la choyer, ils vont lui acheter des jouets, ils vont jouer avec elle, ils vont passer du temps avec elle, ils vont parler avec elle, apprendre à la connaître. Éléonore va leur faire confiance, les considérer comme vraiment des adultes de confiance, comme un peu des amis, mais des amis adultes, entre guillemets. Elle va leur parler énormément, elle va être très souriante, très rigolote, très à l'aise avec eux. Ils vont boire des thés ensemble, ils vont passer des après-midi ensemble quand ils n'examinent pas Éléonore. Vraiment, ils sont très proches, quoi. Et justement, il y a un épisode qui a été traumatisant pour toute cette petite bande, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Donc là, on est arrivé à Londres, ils ont fait connaissance et ils ont commencé à étudier Éléonore. Donc là maintenant, je vais vous montrer une vidéo de quand Éléonore est arrivée et qu'ils ont commencé à la prendre en vidéo sous toutes les coutures. Ils l'ont regardée vraiment de partout et d'ailleurs on le voit sur la vidéo, Éléonore est à proprement morte de rire parce que c'est... déjà les caméras à cette époque-là c'était pas très courant, je sais même pas si elle avait déjà été prise en vidéo cette petite, et là ils lui ont demandé de tourner, voilà, de montrer à la caméra son corps pour montrer les traces sur le corps déjà existantes et pouvoir prouver quand il y a de nouvelles traces avec de nouvelles vidéos. Donc là la vidéo qui va passer c'est ça. Donc après avoir reçu la gamine et l'avoir étudiée sous toutes les coutures, ils vont commencer à passer beaucoup de temps avec elle, parce que c'est ce qu'ils font en fait. Concrètement, ils restent H24 avec Éléonore, et leur but c'est d'assister à des événements et de les filmer et de les photographier. Ils lui souhaitent pas de mal, bien entendu, hein, mais le mal arrive, donc ils en profitent pour essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour prouver que ça existe bien comme phénomène, comprendre ce qui lui arrive à cette gamine et essayer de régler le problème, quoi. Donc ils restent avec elle H24. Et ils l'étudient et ils vont effectivement assister à des phénomènes donc comme les coups dans les murs, les objets qui bougent, qui tremblent, qui se baladent, les objets qui passent d'un endroit A à un point B. Ils vont assister aussi à des griffures en direct, ils vont assister à des morsures, ils vont assister au tirage de cheveux, je ne sais pas si on peut dire tirage de cheveux, mais ils vont assister au moment où Éléonore se fait tirer par les cheveux. Il y aura des vidéos de tout ça bien entendu et vous les verrez par la suite, il y a des preuves existantes de tout ça, c'est un peu flippant quand même. Donc là je vais passer une nouvelle vidéo, une vidéo où on voit Éléonore en train de jouer au Diabolo avec tout le monde. Ils sont assis, ils sont en train de jouer au Diabolo, de regarder Éléonore, de parler avec elle. Vraiment vous verrez sur cette vidéo, ça prouve la bonne entente et l'affection qu'ils avaient développée pour la gamine en fait tout simplement. Déjà la comtesse elle l'a prise sous son aile parce que c'était un de ses meilleurs amis qui s'occupait d'Éléonore et qu'elle a été attristée de la situation. Harry, au vu de l'âge de la gamine, vraiment il est affecté, donc ils se sont pris d'affection et ils passaient vraiment du temps, non pas seulement pour le travail mais aussi personnellement avec elle, quoi. Donc là la vidéo c'est ça. Donc maintenant que vous avez vu la vidéo avec Éléonore en train de faire du diabolo avec Harry et la comtesse,
je vais vous raconter l'histoire du thé. Donc là, ils étaient tous en train de boire le thé dans le grand salon. Il y avait la comtesse, il y avait Harry, il y avait Léonore et quelques autres témoins. Ils étaient tranquillement en train de boire leur thé quand ils ont vu, de leurs yeux vus, une morsure sur le bras d'Éléonore apparaître. La gamine était sur une chaise. D'un coup, elle s'est levée comme un diable hors de sa boîte et elle s'est mise à hurler en fait. Et elle a immédiatement relevé sa manche parce qu'elle avait eu mal en fait. Et là, ils ont vu une morsure apparaître en direct sur le bras de la gamine. Maintenant que vous avez vu la vidéo avec Éléonore, Harry et la comtesse Zoé en train de jouer et de passer un moment personnel, je vais vous raconter une anecdote. Ils étaient en train de boire le thé, tous au grand salon, en train de discuter tranquillement, comme à leurs habitudes quand ils ne travaillaient pas. Et là, d'un coup, Éléonore s'est mise à hurler et a bondi de sa chaise comme un diable, parce qu'elle venait de se faire mordre. Elle a relevé sa manche, parce qu'elle avait mal, elle voulait voir ce qu'elle avait en fait, donc elle a relevé sa manche. Et là, sous les yeux ébahis de la comtesse Zoé et de Harry, ils ont vu une morsure apparaître sur le bras de la gamine, là, tout de suite maintenant, comme ça là. Là, vous remontez votre manche et vous imaginez, il y a une morsure qui apparaît sur votre bras, qui devient rouge pivoine au début et qui finit blanche. Donc ils ont vraiment flippé à ce moment-là, c'était la première fois qu'ils voyaient vraiment le phénomène apparaître sous leurs yeux. D'habitude, Éléonore n'avait pas de trace à un endroit, elle se plaignait d'avoir mal, on relevait la manche et la trace était déjà là en fait, avait déjà apparu. Mais là, quand elle a relevé cette manche, cette fois-là, la trace n'était pas encore là et ils ont vu l'apparition carrément de la marque de dents sur le bras d'Éléonore. Là, ils ont vraiment halluciné. Franchement, Harry commençait à se douter vraiment qu'il puisse expliquer tous les phénomènes, quoi. Malheureusement, ils ont assisté à d'autres choses, comme par exemple, là je vais vous montrer une vidéo de post-attaque, on va dire. Et Léonore était en train de se faire tester, donc elle était assise sur une chaise, elle, et il y avait du monde qui la testait, qui regardait ses blessures, qui la regardait en fait tout simplement. D'ailleurs, je vais vous passer une vidéo maintenant de ce moment-là où on est en train de l'examiner. Et du coup, il y a tout le monde qui l'examinait et d'un coup, ils ont vu des griffures sur le visage d'Éléonore partir carrément de l'oreille jusqu'au menton. Ils étaient là, ils ont halluciné. Il y a d'un coup une griffure énorme, comme une grosse trace de main sur le visage, sur son pauvre visage de gamine de 13 ans. Elle était jeune, elle avait que 13 ans, quoi. Enfin, c'est extrêmement violent, je trouve. Donc là, bien sûr, ils ont pris une vidéo que je vous passe maintenant. Donc en Roumanie, à force que la presse raconte son histoire, ils vont même lui donner un surnom à Éléonore. Ce sera la fille fantôme de Roumanie. Pour vous dire à quel point les gens vraiment comprennent pas ce qui se passe, quoi. Ça a vraiment fait beaucoup de bruit cette histoire. En même temps, les cas sont filmés, documentés et vraiment violents, quoi. Donc les gens flippent, pensent que c'est des fantômes ou un démon. Pour eux, c'est ça. C'est forcément un fantôme, un démon qui suit la pauvre Éléonore. Et donc ils la baptisent la fille fantôme. Malheureusement, on va assister à d'autres événements, comme par exemple un jour où Éléonore va se faire griffer au bras. Donc là, pareil, j'ai une vidéo à vous montrer. La vidéo, c'est deux vidéos, concrètement. La première vidéo, on voit le bras d'Éléonore lors de la première griffure. On voit clairement, bon, c'est vrai que c'est en noir et blanc et on ne voit pas très clairement, mais au pire, faites pause et revenez plusieurs fois sur le début de la vidéo. On voit en fait sur son bras des traces, des boursouflures. Ces boursouflures, c'est les cicatrices qui lui sont laissées par les griffures, comme ça, à l'instant T. Donc après une attaque, ils vont prendre une vidéo du bras d'Éléonore
Et ils vont reprendre une deuxième vidéo qui vous sera passée directement derrière. Il y aura une petite coupure et je vous la mets tout de suite derrière. Cette vidéo, c'est la vidéo du bras d'Éléonore, mais avec les mêmes blessures, mais qui ont évolué. C'est-à-dire qu'elle s'est refait attaquer et qu'elle a de nouvelles marques sur son bras. Je vous laisse avec ça. Donc là concrètement, je vais vous montrer encore une autre vidéo, mais cette fois d'une autre partie du corps d'Éléonore. Ce sera sa main. Elle était en train de jouer et de parler en même temps avec la comtesse Zoé et Harry, toujours au laboratoire d'études paranormales de Londres. Et en fait, sur sa main, ils vont avoir apparaître une cicatrice, une belle cicatrice. Enfin, on la voit quoi. Je veux dire, c'est pas une petite marque. Comme si on lui avait fait des points ou des agrafes. Je sais pas comment dire ça. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, on voit qu'elle a une marque sur la main. Ils étaient avec elle. Elle s'est pas mordue, elle s'est pas griffée, elle s'est pas blessée, rien du tout. Elle était en train de jouer et là d'un coup, elle a une marque qui lui est apparue sur la main. Donc la vidéo c'est pareil. Vous verrez, la première vidéo c'est la main d'Éléonore juste après l'événement, juste après la griffure qui a apparu mystérieusement sur sa main alors qu'elle faisait rien de spécial. Et la deuxième vidéo, c'est une vidéo de l'agrandissement de la main d'Éléonore. Alors très sincèrement, je trouve qu'on voit pas grand chose, mais pour la première vidéo, vous verrez, on voit quand même quelque chose. Un peu comme dans le même thème que les premiers stigmates qu'elle a reçus, donc les clous dans la main, enfin l'impression qu'elle avait reçue, enfin l'impression non, elle avait des trous, donc les trous qu'elle a eu dans la main qui ressemblent à la crucifixion de Jésus en fait. Jésus avait les mêmes marques dans la main après sa crucifixion, selon les catholiques et la Bible, et donc du coup, là vraiment, ce qu'elle avait eu dans la main, ça ressemblait vraiment à des stigmates, vraiment ça ressemblait aux trous qu'avait eu Jésus dans la main, parce qu'il s'était fait crucifier et qu'on lui avait planté le clou de charpentier directement dans la main. Elle avait les mêmes marques. Et ben là, il va se passer un truc dans la même zone, on va dire, de bizarrerie, c'est-à-dire qu'elle va se faire fouetter. Elle va se faire fouetter, elle va avoir des marques de fouet dans le dos, et comme vous le savez sûrement, Jésus a été fouetté. Donc pareil, ça rapproche un peu le thème crucifixion, voilà, la mort de Jésus, fouet, etc. etc. Elle a des marques sur le dos de fouet, on voit carrément les boursouflures cicatrisées de fouet, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et donc là, c'est la vidéo que je vais vous montrer maintenant. Maintenant que je vous ai montré tout ce qui s'était passé à Londres dans le laboratoire où elle a été étudiée avec Harry et la comtesse Zoé, je vais vous parler un peu de ce que Harry en pensait. Harry, lui au début, était sceptique, il croit au paranormal, mais il était sceptique. Au fur et à mesure, il a bien vu que pas besoin d'être sceptique, ça se passait vraiment bien, donc il a essayé d'expliquer le phénomène et de comprendre ce qui se passait. Il n'a pas compris. Réellement, il a fait toutes les études possibles et imaginables, il a fait tous les tests possibles et imaginables, il a espéré prouver qu'il y avait quelque chose de physique, comme une maladie de peau, par exemple, une maladie de peau, ça aurait pu être explicable. Enfin, moi, c'est ce que je rajoute. Je sais pas s'il avait pensé à la maladie de peau, mais moi, j'y ai pensé. Harry pensait que ça pouvait être une maladie. Donc, voilà, il n'était pas parti sur l'explication forcément fantôme, esprit, démon, diable. Par contre, il y pensait, bien entendu, vu qu'il y croyait, mais il pensait plus à une maladie.
Malheureusement, il ne prouvera ni la maladie, ni le diable, ni le fantôme, ni les démons. Il n'arrivera rien à prouver du tout. Il peut rien prouver parce que, mis à part le prenant des photos et des vidéos de tout ça, il peut pas prouver en fait, il peut pas expliquer le phénomène. La comtesse Zoé, pareil, elle pensait vraiment qu'Éléonore était suivie, elle savait pas non plus par quoi, elle avait un peu peur parce qu'elle aussi était croyante. Donc elle pensait au diable, elle pensait à un démon, elle était pas très rassurée la comtesse, mais malheureusement ils n'ont jamais eu l'explication de ce qui s'est passé. On est maintenant en 1928, tout s'arrête. Elle vient d'avoir ses règles, ses premières menstruations, et le phénomène s'arrête d'un coup. C'est comme si le fait qu'elle soit devenue une femme a arrêté le phénomène, quoi, vraiment. Y en a qui se disent, et c'est vrai que j'y ai pensé aussi, c'est vrai que c'est bizarre comme explication, mais on va pas se mentir, ça fait penser au fait que quand on est enfant, on est pur, et qu'on dit toujours que le diable veut des âmes pures, que les démons aiment embêter et venir pourrir la vie des gens qui sont gentils, qui sont bien et qui ont une âme pure, et qu'en ayant ces règles, boum, c'est comme si elle était devenue impure pour l'entité qui la suivait jusque-là, et que boum, il n'y avait plus rien, quoi. Donc maintenant on est en 1928, les phénomènes se sont arrêtés, Éléonore a 15 ans, elle vit avec la comtesse, mais il va bien falloir qu'elle fasse quelque chose maintenant. Donc du coup ce que la comtesse fait, c'est qu'elle lui fera passer donc des études de coiffure, parce qu'Éléonore aimait bien la coiffure, et que la comtesse elle voulait pas la laisser comme ça rentrer chez ses grands-parents sans diplôme, sans rien. Elle s'était vraiment prise d'affection pour la petite, donc du coup elle lui a payé des études, elle lui a trouvé un patron pour qu'il lui apprenne le métier, et Éléonore est devenue coiffeuse. Une fois qu'elle a fini ses études, on est en 1929, et c'est avec le cœur déchiré que les deux femmes vont devoir se séparer. Donc en 1929, à 16 ans du coup, elle déménage dans la ville de Czernowitzer. Elle déménage dans cette ville, elle devient coiffeuse, elle vit sa vie tranquillement. Et au bout d'un moment, elle rencontre un homme avec lequel elle va se marier, qui s'appelle Giorgio. Malheureusement, ils n'auront pas d'enfants ensemble. Je pense que c'était pas leur choix, ou Éléonore ne pouvait pas avoir d'enfants. Ils seront heureux tous les deux. Malheureusement, Giorgio décédera. Ça faisait 30 ans qu'ils étaient mariés tous les deux. Ils ont une vie bien remplie, heureuse, de travail et d'amour et de bonheur en fait. On est donc en 1960. Éléonore se retrouve toute seule, sans son mari. Donc son frère lui propose de venir aménager avec elle dans sa ville de naissance de Talpa, donc la ville de laquelle on a parlé 5 minutes dans la vidéo. Elle va prendre ses valises, ses affaires, et elle va rentrer dans sa ville de naissance, habiter avec son frère. Elle vivra une vie heureuse jusqu'à la fin de sa vie. Zoé et Éléonore vont rester en contact toute leur vie durant, par des lettres, en se donnant des nouvelles, un peu comme ça, en correspondant. Quand le mari d'Éléonore est malheureusement décédé, Éléonore avait 46 ans. On est maintenant en 1969 et elle a 55 ans. Et Éléonore et la comtesse Zoé décident de se revoir. Tout s'était calmé, elle a eu une vie parfaitement normale de ses 15 ans à ses 55 ans. Jusqu'à ce que la comtesse et elle se retrouvent en train de boire le thé ensemble. Et bizarrement, les abat-jours vont se mettre à trembler et les murs, il y aura des coups dans les murs et des meubles vont bouger. C'est la seule fois où c'est arrivé de la vie d'Éléonore. Ça lui est jamais arrivé depuis. Elle a fini sa vie sans plus aucun incident et ça ne lui était jamais arrivé depuis 41 ans. Alors je sais pas ce que vous pensez de cette histoire, mais je trouve que c'est vraiment fou parce que là pour le coup ça a réellement été très très bien documenté. Je trouve ça extrêmement intelligent qu'il ait pris en vidéo avant et après parce que là du coup on voit les marques évoluer. Sur le bras d'Éléonore on voit que les marques c'est pas exactement les mêmes, quoi. Vraiment on voit la différence. Peut-être que vous le verrez pas, moi en tout cas pour ma part je l'ai vu et j'ai été vraiment hallucinée par tout ce qui s'est passé. J'ai deux façons de voir les choses. La première façon, je me dis que c'est toujours possible que ce soit un fake. Du silicone avec du latex, on peut faire ce genre de choses. Il n'y a aucun intérêt à faker tout ça, à créer de fausses preuves, à créer de fausses photos, à faire des fausses griffures, des fausses morsures, des fausses blessures, parce que ça les aurait totalement discréditées. Parce qu'elle se serait blessée pendant 3 ans, c'était dans des endroits qu'elle ne pouvait pas atteindre. Pour les griffures et les morsures, c'était souvent que c'était derrière les cuisses, dans le dos, dans le bas du dos, dans le torse, plutôt bas. Comment vous voulez qu'elle se morde à des endroits pareils, quoi? Rien d'explicable là-dedans, il n'y a rien de sûr non plus, on ne peut pas être sûr que c'est un canular, on ne peut pas être sûr que ça n'en est pas un non plus, voilà, je crois que j'ai fait le tour cette fois.
On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout pour regarder l'intégralité de la vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous.